suffit de passer le Rhin pour voir des méthaniseurs partout. Revenu en France, c'est beaucoup plus rare. Le gouvernement annonce son intention de rattraper son retard, mais l'ambition bute sur des problèmes de financement et des difficultés à vendre la chaleur produite. Nous avons enquêté avec l'agence spécialisée What's New, tout de suite direction Chaumes-en-Brie en Seine-et-Marne pour voir comment une ferme isolée arrive maintenant à fournir du gaz aux villageois. Moritz Quack est agriculteur à Chaumes-en-Brie, en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le délégué territorial de GRDF, filiale de distribution de GDF Suez. Ils vont vérifier ensemble le bon fonctionnement de son installation pilote qui injecte du biométhane agricole dans le réseau public de gaz. Une première. On est à 128 normomètres cubes. Ah, c'est très bien. Oui. Attends. Ok, d'accord. Bon, bah c'est très bien. Bon, j'arrive. Faites vos contrôles, moi, faut que j'y aille. On se retrouve. Dirigée par Moritz Quack et Jacques-Pierre, son frère, la ferme d'Arcy est dans la famille depuis les années 50. L'exploitation de polyculture élevage, rare dans la Brie, compte aujourd'hui 250 vaches allaitantes et 280 hectares de culture. En 2008, les frères décident de se lancer dans les bioénergies pour se diversifier et réduire les risques. Avec la méthanisation, ils peuvent ainsi valoriser les effluents et maîtriser les coûts de fertilisation. Le fait de substituer 90% de l'engrais chimique par notre digestat nous donne une meilleure vision. Et le dernier intérêt, qui reste important, c'est limiter les gaz à effet de serre. Donc sur l'aire de stockage, on a une partie pour les poussières de céréales, une seconde partie, un deuxième silo pour les betteraves qui sont, une fois écrasées, le sucre extrait, on récupère les pulpes qui peuvent également être méthanisées. Derrière, on a les effluents d'élevage qui sont les fumiers. Et puis, tout passe dans cette machine qu'on appelle l'incorporatrice qui permet de tout intégrer dans le méthaniseur. On a également des intrants liquides. Parmi ces intrants, on a ici du stockage de lactosérum. Et puis, sur la cuve qui est à côté, on stocke également le lisier. 12 000 tonnes par an d'intrants fermentent à 37 degrés dans le digesteur situé à gauche, puis dans le post-digesteur situé derrière. La partie liquide du digestat ainsi que le biogaz passent ensuite dans la fosse de stockage qui se trouve à droite. Donc derrière moi, la chaudière qui sert justement à chauffer ce digesteur pour maintenir cette biologie à 37-38 degrés. À côté, l'unité d'épuration, c'est une espèce de machine à laver qui permet d'extraire uniquement le méthane du biogaz pour pouvoir l'injecter dans le réseau. Et l'injection se fait justement juste ici, dans le poste d'injection, dans lequel on va pouvoir vérifier que le gaz est conforme, on va pouvoir le comptabiliser, et également l'odoriser. Le site produit 125 normomètres cubes par heure de biométhane en hiver, l'équivalent de 500 kW d'électricité. Il ouvre la voie à de nombreux projets agricoles. En Seine-et-Marne, nous avons 17 projets actuellement d'injection de biométhane. À l'horizon 2050, le gaz naturel qui sera consommé sera à 73% d'origine biométhane. La ferme d'Arcy alimente ainsi en gaz vert la commune de Chaumes-en-Brie ainsi que 4 villages voisins, soit 1500 foyers utilisateurs de gaz. Ce combustible, made in Brie, évite l'importation de gaz qui creuse le déficit commercial du pays. 4 foyers ont aussi pu se raccorder gratuitement au réseau. Les 3,1 km qui nous séparaient du réseau ont été pris en charge par nous-mêmes, par le porteur de projet, mais ça a permis de bénéficier aux habitants du hameau qui le souhaitaient de se raccorder à ce nouveau réseau de gaz. Voilà l'ancienne limite réseau. Malgré cela, la commune semble mal mesurer l'impact local et environnemental d'un tel projet, hormis celui des taxes. C'est quand même un projet qui était innovant et qui n'était pas évident à mettre en place, chapeau, mais si vous discutez avec le calmécien de base, ça ne change rien sur sa facture. Il y a un autre côté, mais là qui est purement financier, c'est qu'il va y avoir bien sûr des taxes qui vont revenir à la commune, donc ce côté-là est intéressant. Les frères Quack ne connaîtront la rentabilité réelle du site que dans 2 ans. En attendant, ils regrettent qu'un projet aussi long et risqué, ayant demandé 5 millions d'euros d'investissement, n'ait été aidé qu'à hauteur de 30% par les pouvoirs publics. 90, c'est le nombre d'installations de biogaz à la ferme en France fin 2012, soit une puissance cumulée de 15 MW électriques. 300 kW, c'est la puissance minimum de chaque installation vers laquelle pousse en pratique le plan de méthanisation du gouvernement. Aujourd'hui, la puissance moyenne est plutôt de 170 kW.
4, c'est le nombre de sites opérationnels de biométhane qui utilisent l'injection dans le réseau fin 2013. 330 autres projets sont à l'étude chez GRDF. On ne développera pas une filière biogaz en France sans partager cet objectif avec les industriels. Qu'en pensent-ils? Sont-ils prêts eux-mêmes à s'engager? Nous sommes partis à la rencontre de l'interprofession qui les regroupe pour l'essentiel, le Club Biogaz de l'association technique Énergie-Environnement à Paris. Un entretien avec Caroline Marché, sa déléguée générale. Il y a de plus en plus de projets en méthanisation agricole, mais les subventions, a priori, n'augmentent pas. Donc, quelles sont les solutions pour continuer à développer ce type d'installation? Alors, il y a deux solutions, c'est baisser les coûts d'investissement, ce qui viendra aussi avec la diffusion de la technologie, et c'est mutualiser les coûts aussi à travers des projets collectifs notamment. Et là, du coup, ça aurait quel intérêt de mutualiser? Donc, il y a l'intérêt financier, mais est-ce que pour les agriculteurs, il y aurait aussi des intérêts en termes d'organisation? Oui, tout à fait. Quand ils mutualisent, ça permet de partager le temps à passer sur l'installation aussi. Donc, c'est moins de contraintes pour eux et ça permet d'avoir des équipements plus performants et des meilleurs débouchés pour utiliser le biogaz. Mais alors ça veut dire qu'on aurait à l'avenir que des grandes installations? Non, il y a les deux. Nous, on soutient toutes les tailles d'installation, elles sont toutes pertinentes. Il y a des gens qui préfèrent travailler tout seuls, des gens qui préfèrent travailler en groupe. Il y a des initiatives vraiment venant des agriculteurs pour développer des projets en groupe. On entend en ce moment pas mal parler de petites installations de méthanisation, donc pour des petits élevages. Est-ce que c'est des projets d'avenir? Alors, ce sont des projets d'avenir si on arrive à faire baisser les coûts, ce qui est en cours aujourd'hui. Il y a plusieurs initiatives pour essayer de développer ça. Pour l'instant, c'est pas encore complètement au point. On voit qu'on a quand même des effets d'échelle assez importants. D'accord. Quand on parle de cogénération, donc on parle de production d'électricité et de chaleur, bien souvent on a du mal à valoriser la chaleur. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Eh bien justement, bien sécuriser son débouché chaleur, c'est très important sur le plan économique et il faut vraiment voir à long terme la pertinence de ce débouché et ne pas hésiter à aller vers d'autres valorisations si on voit que le débouché chaleur n'est pas le bon. Donc aller vers de l'injection, on espère dans quelques années pouvoir faire par exemple du carburant sur site. Ne pas hésiter à aller vraiment vers ces utilisations-là ou changer d'emplacement du site. Retour en région à la chaussée Saint-Victor en Loir-et-Cher pour le portrait d'un entrepreneur, Paul Mouzet. Paul Mouzet est un homme déterminé. À 20 ans déjà, il s'intéresse au biogaz, une énergie alors méconnue en France, mais en plein boom en Allemagne. J'ai trouvé que ce lien entre la technique, l'agriculture et l'environnement était très intéressant, donc j'ai voulu approfondir. Diplôme de génie thermique en poche, complété par une licence pro sur les énergies renouvelables, il tombe dans le biogaz dès son premier job. Sa mission le conduit chez des constructeurs allemands dont Agricomp, qu'il embauche pour travailler entre autres à l'export. Or en 2006, dans l'Hexagone, l'État rend enfin obligatoire l'achat de l'électricité issue du biogaz. Le contexte étant devenu favorable, Paul rentre pour créer la filiale française d'Agricomp. Son métier, construire et assurer la maintenance d'installations de biogaz à la ferme. L'entreprise compte aujourd'hui 35 installations en fonctionnement. Elle emploie 14 personnes et prévoit de porter son effectif à une cinquantaine de salariés pour atteindre un objectif ambitieux. En 2020, il faudrait qu'on ait construit un peu plus de 300 installations de méthanisation agricole en France. Paul Mouzet sait trouver les arguments pour convaincre les agriculteurs, car pour lui, la méthanisation est une véritable production agricole en circuit court. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez beaucoup de filières où les agriculteurs transforment tout à la ferme et commercialisent tout à la ferme? Et pour finir, nous entrons dans la tête des financeurs grâce à Loïc Guimbert, expert en énergie renouvelable du Crédit Agricole des régions Centre. Quels sont les facteurs qui assurent la rentabilité d'une unité de biogaz? Pour moi, il y a 3 leviers. Le premier, tout ce qui va être lié à l'investissement. Il faut que l'investissement soit dimensionné par rapport au gisement de matières premières et aux possibilités de valorisation énergétique ou thermique ou de digesta ou d'autres coproduits.
Après, tout ce qui est lié à la recette. Alors les recettes, elles sont essentiellement liées à l'électricité vendue, mais on a un facteur dans l'électricité vendue qui est la prime d'efficacité énergétique, qui va être impactant si jamais on a un taux de valorisation énergétique faible. Donc on a tout intérêt à valoriser une part forte de l'énergie. Et donc le troisième levier? Ça va être les charges. Au niveau des charges, on est assez peu maître sur les charges courantes. Par contre, on va avoir des points comme le transport de la matière. Est-ce que je vais chercher mes intrants? Est-ce que je vais épandre? J'ai des prestations d'épandage. Et ça, il faut les prendre en compte dans l'analyse globale. Donc quand vous recevez un dossier, quels critères vous regardez en premier? Alors, il y a deux approches. On va d'abord regarder l'approche économique du projet. Est-ce qu'il a suffisamment de marge de sécurité pour faire face à un dysfonctionnement? Et puis on va regarder l'approche économique des porteurs de projet et l'impact de ce projet dans leur activité principale. Donc sur l'aspect fonds propres, comment est-ce que l'agriculteur peut augmenter cette partie-là? Alors déjà, les fonds propres pour l'agriculteur, ça va représenter son apport personnel. Son apport personnel, il faut qu'il le valorise, tout ce qu'il va avoir pu injecter en termes de coûts d'études dans son projet avant d'arriver au financement bancaire. Ça, c'est des choses qu'il doit valoriser à ce niveau-là. Son apport personnel, c'est aussi de l'argent qu'il peut injecter au moment de l'investissement. Est-ce qu'il peut faire appel à des partenaires? Alors, il peut faire appel à des sociétés d'investissement en fonds propres, donc tout ce qui va être fonds d'investissement, qui peuvent l'accompagner à la fois sur le côté économique, mais aussi sur le côté ingénierie et retour d'expérience. On a un autre point, c'est bien sûr les subventions, qui permettent de diminuer globalement l'endettement de la société, donc améliorer l'économie globale. Et est-ce que ça peut être judicieux de faire entrer des partenaires locaux dans la société de projet? Ça vaut le meilleur contrat. Ça permet de les lier et donc de s'assurer de l'apport en matière première ou de la valorisation énergétique. Et bien sûr, ces apporteurs peuvent intervenir en termes d'apport financier. Je vous remercie pour ces explications. On le voit, le biogaz agricole ne peut pas être qu'une mode. Du fait de la cohérence du projet et de la lourdeur des équipements collectifs, c'est un engagement de l'agriculteur, des collectivités locales et des industriels, sans oublier l'État, qui devra dépasser le seuil des déclarations d'intention. C'était une enquête de Juliette Talpin, les images étaient de Bertie Hanna et la rédaction en chef d'Éric Jung.